5. Caractère capitaliste de la manufacture. Un nombre assez considérable d'ouvriers sous les ordres du même capital, tel est le point de départ naturel de la manufacture, ainsi que de la coopération simple. Mais la division du travail, telle que l'exige la manufacture, fait de l'accroissement incessant des ouvriers employés une nécessité technique. Le nombre minimum qu'un capitaliste doit employer lui est maintenant prescrit par la division du travail établie. Pour obtenir les avantages d'une division ultérieure, il faut non seulement augmenter le nombre des ouvriers, mais l'augmenter par multiples, c'est-à-dire d'un seul coup selon des proportions fixes dans tous les divers groupes de l'atelier. De plus, l'agrandissement de la partie variable du capital nécessite celui de sa partie constante, des avances en outils, instruments, bâtiments, etc., et surtout en matières premières dont la quantité requise croît bien plus vite que le nombre des ouvriers employés. Plus se développent les forces productives du travail, par suite de sa division, plus il consomme de matières premières dans un temps donné. L'accroissement progressif du capital minimum nécessaire aux capitalistes, ou la transformation progressive des moyens sociaux de subsistance et de production en capital, est donc une loi imposée par le caractère technique de la manufacture. Note 38. Le corps de travail fonctionnant dans la manufacture, et dont les membres sont des ouvriers de détail, appartient aux capitalistes. Il n'est qu'une forme d'existence du capital. La force productive issue de la combinaison des travaux semble donc naître du capital. La manufacture proprement dite ne soumet pas seulement le travailleur aux ordres et à la discipline du capital, mais établit encore une gradation hiérarchique parmi les ouvriers eux-mêmes. Si, en général, la coopération simple n'affecte guère le mode de travail individuel, la manufacture le révolutionne de fond en comble et attaque à sa racine la force de travail. Elle fait de lui quelque chose de monstrueux en activant le développement factice de sa dextérité de détail, en sacrifiant tout un monde de dispositions et d'instincts producteurs, de même que dans les états de la plata on immole un taureau pour sa peau et son suif. Ce n'est pas seulement le travail qui est divisé, subdivisé et réparti entre divers individus. C'est l'individu lui-même qui est morcelé et métamorphosé en ressort automatique d'une opération exclusive. Note 39. De sorte que l'on trouve réalisée la fable absurde de Meninius Agrippa, représentant un homme comme fragment de son propre corps. Note 40. Originairement, l'ouvrier vend au capital sa force de travail parce que les moyens matériels de la production lui manquent. Maintenant, sa force de travail refuse tout service sérieux s'il n'est pas vendu. Pour pouvoir fonctionner, il lui faut ce milieu social, qui n'existe que dans l'atelier du capitaliste. Note 41. De même que le peuple élu portait écrit sur son front qu'il était la propriété de Jéhovah, de même l'ouvrier de manufacture est marqué comme au fer rouge du sceau de la division du travail, qui le revendique comme propriété du capital. Les connaissances, l'intelligence et la volonté que le paysan et l'artisan indépendant déploient sur une petite échelle, à peu près comme le sauvage pratique tout l'art de la guerre sous forme de ruse personnelle, ne sont désormais requises que pour l'ensemble de l'atelier. Les puissances intellectuelles de la production se développent d'un seul côté, parce qu'elles disparaissent sur tous les autres. Ce que les ouvriers parcellaires perdent se concentre en phase 2 dans le capital. Note 42. La division manufacturière leur oppose les puissances intellectuelles de la production comme la propriété d'autrui et comme pouvoir qui les domine. Cette scission commence à poindre dans la coopération simple, où le capitaliste représente vis-à-vis du travailleur isolé l'unité et la volonté du travailleur collectif. Elle se développe dans la manufacture, qui mutile le travailleur au point de le réduire à une parcelle de lui-même. Elle s'achève enfin dans la grande industrie, qui fait de la science une force productive indépendante du travail et l'enrôle au service du capital. Note 43. Dans la manufacture, l'enrichissement du travailleur collectif et par suite du capital en force productive sociale a pour condition l'appauvrissement du travailleur en forces productives individuelles. Ouvrez les guillemets. L'ignorance est la mère de l'industrie, aussi bien que de la superstition. La réflexion et l'imagination sont sujettes à s'égarer. Mais l'habitude de mouvoir le pied ou la main ne dépend ni de l'une ni de l'autre. Aussi pourrait-on dire que la perfection, à l'égard des manufactures, consiste à pouvoir se passer de l'esprit, de manière que sans effort de tête, l'atelier puisse être considéré comme une machine dont les parties sont des hommes. Note 44, fermez les guillemets. Aussi, un certain nombre de manufactures, vers le milieu du XVIIIe siècle, employaient de préférence pour certaines opérations formant des secrets de fabrique, des ouvriers à moitié idiots. Note 45. L'intelligence de la plupart des hommes, dit Adam Smith,
se forment nécessairement par leurs occupations ordinaires. Un homme dont toute la vie se passe à exécuter un petit nombre d'opérations simples n'a aucune occasion de développer son intelligence, ni d'exercer son imagination. Il devient en général aussi ignorant et stupide qu'il soit possible à une créature humaine de le devenir. Après avoir dépeint l'engourdissement de l'ouvrier parcellaire, Adam Smith continue ainsi. L'uniformité de sa vie stationnaire corrompt naturellement la vaillance de son esprit. Elle dégrade même l'activité de son corps et le rend incapable de déployer sa force avec quelque vigueur et quelque persévérance dans tout autre emploi que celui auquel il a été élevé. Ainsi, sa dextérité dans son métier est une qualité qu'il semble avoir acquise aux dépens de ses vertus intellectuelles, sociales et guerrières. Or, dans toute société industrielle et civilisée, tel est l'état où doit tomber nécessairement l'ouvrier pauvre, the laboring poor, c'est-à-dire la plus grande masse du peuple. Note 46. Pour porter remède à cette détérioration complète, qui résulte de la division du travail, Adam Smith recommande l'instruction populaire obligatoire, tout en conseillant de l'administrer avec prudence et à dose homéopathique. Son traducteur et commentateur français, Germain Garnier, ce sénateur prédestiné du Premier Empire, a fait preuve de logique en combattant cette idée. L'instruction du peuple, selon lui, est en contradiction avec les lois de la division du travail, et l'adopter, ouvrez les guillemets, serait proscrire tout notre système social. Comme toutes les autres divisions du travail, celle qui existe entre le travail mécanique et le travail intellectuel, note 47, se prononce d'une manière plus forte et plus tranchante à mesure que la société avance vers un état plus opulent. Entre parenthèses, Garnier applique ce mot société d'une manière très correcte au capital, à la propriété foncière et à l'état qui est leur. Fermez les guillemets. Cette division, comme toutes les autres, est un effet des progrès passés et une cause des progrès à venir. Le gouvernement doit-il donc travailler à contrarier cette division du travail et à la retarder dans sa marche naturelle? Doit-il employer une portion du revenu public pour tâcher de confondre et de mêler deux classes de travail qui tendent d'elles-mêmes à se diviser? Note 48, fermez les guillemets. Un certain rabougrissement de corps et d'esprit est inséparable de la division du travail dans la société. Mais comme la période manufacturière pousse beaucoup plus loin cette division sociale en même temps que par la division qui lui est propre, elle attaque l'individu à la racine même de sa vie. C'est elle qui, la première, fournit l'idée et la matière d'une pathologie industrielle. Note 49. Ouvrez les guillemets. Subdiviser un homme, c'est l'exécuter s'il a mérité une sentence de mort. C'est l'assassiner s'il ne la mérite pas. La subdivision du travail est l'assassinat d'un peuple. Note 50. Fermez les guillemets. La coopération fondée sur la division du travail, c'est-à-dire la manufacture, est à ses débuts une création spontanée et inconsciente. Dès qu'elle a acquis une certaine consistance et une base suffisamment large, elle devient la forme reconnue et méthodique de la production capitaliste. L'histoire de la manufacture proprement dite montre comment la division du travail qui lui est particulière acquiert expérimentalement, pour ainsi dire à l'insu des acteurs, ses formes les plus avantageuses, et comment ensuite, à la manière des corps de métier, elle s'efforce de maintenir ces formes traditionnellement, et réussit quelquefois à les maintenir pendant plus d'un siècle. Cette forme ne change presque jamais, excepté dans les accessoires, que par suite d'une révolution survenue dans les instruments de travail. La manufacture moderne, je ne parle pas de la grande industrie fondée sur l'emploi des machines, ou bien trouve dans les grandes villes où elle s'établit ses matériaux tout prêts, quoique disséminés n'a plus qu'à les rassembler, la manufacture des vêtements par exemple, ou bien le principe de la division du travail est d'une application si facile qu'on n'a qu'à approprier chaque ouvrier exclusivement à une des diverses opérations de métier, par exemple de la reliure des livres. L'expérience d'une semaine suffit amplement dans de tels cas pour trouver le nombre proportionnel d'ouvriers qu'exige chaque fonction. Note 51. Par l'analyse et la décomposition du métier manuel, la spécialisation des instruments, la formation d'ouvriers parcellaires et leur groupement dans un mécanisme d'ensemble, la division manufacturière crée la différenciation qualitative et la proportionnalité quantitative des procès sociaux de production. Cette organisation particulière du travail en augmente les forces productives. La division du travail dans sa forme capitaliste, et sur les bases historiques données elle ne pouvait revêtir aucune autre forme, n'est qu'une méthode particulière de produire de la plus-value relative ou d'accroître aux dépens du travailleur le rendement du capital, ce qu'on appelle richesse nationale, wealth of nations. Aux dépens du travailleur, elle développe la force collective du travail pour le capitaliste. Elle crée des circonstances nouvelles qui assurent la domination du capital sur le travail. Elle se présente donc et comme un progrès historique
une phase nécessaire dans la formation économique de la société et comme un moyen civilisé et raffiné d'exploitation. L'économie politique, qui ne date pas comme science spéciale que de l'époque des manufactures, considère la division sociale du travail en général du point de vue de la division manufacturière. Note 52. Elle n'y voit qu'un moyen de produire plus avec moins de travail, de faire baisser par conséquent le prix des marchandises et d'activer l'accumulation du capital. Les écrivains de l'Antiquité classique, au lieu de donner tant d'importance à la quantité et à la valeur d'échange, s'en tiennent exclusivement à la qualité et à la valeur d'usage. Note 53. Pour eux, la séparation des branches sociales de la production n'a qu'un résultat. C'est que les produits sont mieux faits et que les penchants et les talents divers des hommes peuvent se choisir les sphères d'action qui leur conviennent le mieux. Note 54. Car si l'on ne sait pas se limiter, il est impossible de rien produire d'important. Note 55. La division du travail perfectionne donc le produit et le producteur. Si, à l'occasion, ils mentionnent aussi l'accroissement de la masse des produits, ils n'ont en vue que l'abondance de valeurs d'usage, d'objets utiles, et non la valeur d'échange ou la baisse dans le prix des marchandises. Platon, note 56, qui fait de la division du travail la base de la séparation sociale des classes, est là-dessus d'accord avec Xénophon, note 57, qui, avec son instinct bourgeois caractéristique, touche déjà de plus près la division du travail dans l'atelier. La République de Platon, en tant du moins que la division du travail y figure comme principe constitutif de l'État, n'est qu'une idéalisation athénienne du régime des castes égyptiennes. L'Égypte d'ailleurs passait pour le pays industriel modèle aux yeux d'un grand nombre de ses contemporains, d'Isocrate par exemple, note 58, et elle resta telle pour les Grecs de l'Empire romain, note 59. Pendant la période manufacturière proprement dite, c'est-à-dire pendant la période où la manufacture resta la forme dominante du mode de production capitaliste, des obstacles de plus d'une sorte s'opposent à la réalisation de ces tendances. Elle a beau créer, comme nous l'avons déjà vu, à côté de la division hiérarchique des travailleurs, une séparation simple entre ouvriers habiles et inhabiles, le nombre de ces derniers reste très circonscrit, grâce à l'influence prédominante des premiers. Elle a beau adapter les opérations parcellaires aux divers degrés de maturité, de force et de développement de ces organes vivants de travail et pousser ainsi à l'exploitation productive des enfants et des femmes, cette tendance échoue généralement contre les habitudes et la résistance des travailleurs mâles. C'est en vain qu'en décomposant les métiers, elle diminue les frais d'éducation et par conséquent la valeur de l'ouvrier. Les travaux de détail difficiles exigent toujours un temps assez considérable pour l'apprentissage, et lors même que celui-ci devient superflu, les travailleurs savent le maintenir avec un zèle jaloux. L'habileté de métier restant la base de la manufacture, tandis que son mécanisme collectif ne possède point un squelette matériel indépendant des ouvriers eux-mêmes, le capital doit lutter sans cesse contre leur insubordination. La faiblesse de la nature humaine est telle, s'écrie l'ami Ure, que plus un ouvrier est habile, plus il devient opiniâtre et intraitable, et par conséquent, moins il est propre à un mécanisme, à l'ensemble duquel ses boutades capricieuses peuvent faire un tort considérable. Note 60. Pendant toute la période manufacturière, on n'entend que plainte sur plainte à propos de l'indiscipline des travailleurs. Note 61. Et n'eussions-nous pas les témoignages des écrivains de cette époque, le simple fait que depuis le XVIe siècle jusqu'au moment de la grande industrie, le capital ne réussit jamais à s'emparer de tout le temps disponible des ouvriers manufacturiers, que les manufactures n'ont pas la vie dure, mais sont obligées de se déplacer d'un pays à l'autre suivant les émigrations ouvrières, ces faits, dis-je, nous tiendraient lieu de toute une bibliothèque. Il faut que l'ordre soit établi d'une manière ou d'une autre, s'écrit en 1770 l'auteur souvent cité de l'Essay on Trade and Commerce. L'ordre, répète 66 ans plus tard le docteur Andrew Ure, l'ordre faisait défaut dans la manufacture basée sur le dogme scolastique de la division du travail, et Arkwright a créé l'ordre. Il faut ajouter que la manufacture ne pouvait ni s'emparer de la production sociale dans toute son étendue, ni la bouleverser dans sa profondeur. Comme œuvre d'art économique, elle s'élevait sur la large base des corps de métier des villes et de leurs corollaires, l'industrie domestique des campagnes. Mais dès qu'elle eut atteint un certain degré de développement, sa base technique étroite entra en conflit avec les besoins de production qu'elle avait elle-même créés. Une de ses œuvres les plus parfaites fut l'atelier de construction, où se fabriquaient les instruments de travail et les appareils mécaniques plus compliqués, déjà employés dans quelques manufactures. Ouvrez les guillemets. Dans l'enfance de la mécanique, dit Ure, un atelier de construction offrait à l'œil la division des travaux dans leurs nombreuses gradations. La lime, le forêt, le tour avaient chacun leurs ouvriers par ordre d'habileté.
Fermez les guillemets. Cet atelier, ce produit de la division manufacturière du travail, enfanta à son tour les machines. Leur intervention supprima la main-d'œuvre comme principal régulateur de la production sociale. D'une part, il n'y eut plus nécessité technique d'approprier le travailleur pendant toute sa vie à une fonction parcellaire. D'autre part, les barrières que ce même principe opposait encore à la domination du capital tombèrent.